Chapitre 120. Le pont vers la fin du premier quart de nuit. Achab debout près de la barre. Starbuck s'approche de lui. Il faut amener la vergue de grand hunier, sire. Le collier s'est relâché et la balancine sous le vent a des torons coupés. Dois-je l'amener, sire? N'amenez rien, aiguilleté. Si j'avais des bouts dehors de bonnette, je les ferais hisser à présent. Sire, au nom du ciel, sire. Les ancres fatiguent, sir. Dois-je les faire hisser à bord? N'amenez rien, ne hissez rien, mais amarrez tout. Le vent fraîchit, mais il n'a pas encore atteint mon plateau élevé. Vite, veillez-y par les mâts et les quilles. Il me prend pour le patron bossu de quelques barques de pêche. Amenez ma vergue de grand hunier, ma rince d'eau bénite. Les pommes de mât les plus hautes sont faites pour les vents les plus sauvages, et la pomme de mât de mon cerveau fende maintenant l'écume des nuages. L'amènerai-je? Oh, il n'y a que les lâches pour amener les voiles de sa pensée au moment de la tempête. Quel boucan là-haut! Je le considérerais même comme sublime, si je ne savais que la colique est une maladie bruyante. Oh, prenez une purge, prenez une purge. Chapitre 121. Minuit. Les pavois du gaillard d'avant. Stubb et Flask, à cheval sur les rambardes, assujettissent les ancres suspendues là, avec des aiguillettes supplémentaires. Non, Stubb, vous pouvez taper sur ce nœud autant que vous voudrez. Jamais vous ne ferez entrer dans ma tête de la même manière ce que vous venez de dire. Il y a peu de temps, vous me disiez juste le contraire. Ne m'avez-vous pas dit une fois que tout navire commandé par Achab devrait payer une surprime d'assurance, tout comme s'il était chargé de barils de poudre à l'arrière et d'allumettes à l'avant? N'ajoutez rien. N'est-ce pas ce que vous m'avez dit? Eh bien, en admettant que je l'ai dit, et puis après, j'ai presque changé de peau depuis alors, pourquoi pas d'idée? En outre, en supposant que nous soyons chargés de barils de poudre à l'arrière et d'allumettes à l'avant, comment diable prendrait-elle feu sous pareil déluge? Mon petit bonhomme, vous avez les cheveux joliment rouges, mais vous seriez ininflammable actuellement. Secouez-vous. Vous êtes le verseau, ou le porteur d'eau. Flask, on pourrait remplir des cruches au col de votre caban. Ne comprenez-vous pas dès lors que pour des risques plus grands, les compagnies d'assurance maritime veulent des garanties plus grandes? Voici les bouches d'incendie, Flask. Mais ne dites rien encore, et je répondrai à l'autre question. Mais tout d'abord, enlevez votre jambe de dessus la croisée d'ancre, afin que je puisse passer la saisine. Et maintenant, écoutez-moi. Y a-t-il une différence majeure entre tenir les chaînons du paratonnerre d'un mât dans la tempête et se tenir tout près d'un mât dépourvu de tout paratonnerre lors d'une même tempête? Ne comprenez-vous pas, tête de bois, que celui qui tient les chaînons ne peut être frappé à moins que le mât ne soit frappé d'abord? Dès lors, de quoi parlez-vous? Il n'y a pas un navire sur 100 qui ait des paratonnerres et Achab. Oui, homme, et nous tous avec lui. Nous ne courions pas un danger plus grand, à mon humble avis, que les équipages des 10 000 navires qui sont sur mer en ce moment. Allons, allons, Gabrion, vous voudriez peut-être que chaque homme se promène sur la terre avec un petit paratonnerre fiché dans son chapeau, comme la plume piquée dans la coiffure d'un officier de milice, et traînant derrière lui comme une ceinture. Pourquoi ne pouvez-vous pas être raisonnable, Flask? C'est facile d'être raisonnable. Pourquoi, alors ne l'êtes-vous pas? Tout homme n'ayant que la moitié d'un œil peut l'être. Je n'en sais rien, Stubb. Vous-même, vous trouvez ça plutôt difficile parfois. Oui, quand un gars est trempé jusqu'aux os, il a de la peine à être raisonnable, c'est un fait. Et je le suis, mais qu'importe, attrapez ce tour et passez-le. Il me semble que nous sommes en train d'aiguiller ces ancres comme si elles ne devaient plus jamais servir. Attachez là ces 2 ancres, Flask, c'est comme lier les mains d'un homme dans son dos. Et quelles grandes mains généreuses! Elles sont une poigne de fer, non? Et quelle prise elles ont aussi, je me demande, Flask. Si le monde est à l'ancre quelque part, s'il l'est, il se balance au bout d'un câble d'une longueur inusitée. Aplatissez ce nœud-là, et nous aurons terminé. Voilà, après le fait de mettre pied à terre, le plus satisfaisant est de le poser sur le pont. Dites-moi, voulez-vous essorer mes basques? Merci. On se moque des frusques longues comme celle-là, Flask. Mais il me semble que, lors d'un orage en mer, on devrait toujours porter un manteau à queue.
Ces queues qui vont en s'amincissant font office de chéneaux, voyez-vous. C'est la même chose avec les tricornes. Leurs pignons servent de gouttière, flasque. Plus de jaquette de singe ni de ciré pour moi, je vais porter l'habit et mettre un chapeau de castor, oui, holà. Fichtre, voilà mon suroît qui passe par-dessus bord. Seigneur, Seigneur, que ces vents qui viennent du ciel puissent manquer à ce point de courtoisie. C'est une vilaine nuit, ami. Chapitre 20-22. Minuit dans la mâture tonnerre et éclair. La vergue de la Grand-Une. Tachetego y passe de nouvelles amarres. Mive, milive, essaie de ce tonnerre. Trop, beaucoup trop de tonnerre. Ici en haut. Cela sert à quoi, le tonnerre? Mive, mille, ib. Nous ne voulons pas de tonnerre, nous voulons du rhum. Qu'on nous donne un verre de rhum. Mille, ib, mille. Chapitre 123. Le mousquet. Sous les plus furieux assauts du typhon, l'homme à la barre d'ivoire du Péquod avait été plusieurs fois jeté au pont par les coups de mer, malgré les sauvegardes de gouvernail, assez lâche pour donner son jeu à la barre. Dans une tempête aussi rude où le navire n'est plus qu'un volant que se renvoient les coups de vent, il n'est pas rare que les aiguilles du compas s'affolent. Il en allait ainsi à bord du Péquod. Le timonier n'avait pas manqué de remarquer dans quelle ronde rapide elles étaient entraînées sur les cartes à chaque secousse. C'est un spectacle que presque personne ne peut considérer sans quelque émotion. Quelques heures après minuit, le typhon avait suffisamment diminué d'intensité pour que, grâce aux efforts de Starbuck et de Stubb, l'un engagé à l'avant, l'autre à l'arrière, les lambeaux du foc, de la misaine et de la grand-une puissent être libérés des espars et s'en aillent tourbillonner sous le vent, pareil aux plumes que le vent arrache parfois aux albatros qui volent dans la tempête. Les 3 voiles neuves correspondantes furent alors enverguées et arisées, tandis qu'une voile d'étai de cap était établie à l'arrière. Ainsi le navire reprit sa route avec quelque précision. Le cap donné au timonier était, pour le moment, et dans la mesure du possible, et sud-est, car au gros du typhon il n'avait gouverné que tant bien que mal. Mais tandis que maintenant il orientait au mieux le navire tout en regardant le compas, voici que par bonheur le vent parut venir de l'arrière. Oui, le vent debout malveillant devenait vent de poupe. Aussitôt on brassa carré, au chant joyeux des matelots. Oh le bon vent! Oh saluons-le les gars! Car la promesse d'un tel événement démentait les funestes présages qui l'avaient précédé. À peine avait-il orienté les voiles, malgré une sombre répugnance, que Starbuck, s'apprêtant à obéir à la consigne de son capitaine, lui enjoignant de faire rapport à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit sur tout arrangement survenu, se dirigea machinalement vers la cabine d'Achab pour l'informer. Il s'arrêta involontairement devant sa porte avant de heurter. La lampe du carré avait des oscillations longues qui rendaient sa lumière capricieuse et jetaient des ombres changeantes sur la porte fermée du vieillard, une porte mince dont les panneaux supérieurs étaient remplacés par des stores. En raison de l'isolement souterrain de l'endroit, il y régnait un bourdonnement silencieux, encore qu'il fût enserré de toutes parts par le rugissement des éléments. Contre la cloison de l'avant, les mousquets chargés, debout dans le râtelier, brillaient, attirant le regard. Starbuck était un homme droit et honnête, mais au moment où il aperçut les armes, une pensée mauvaise germa étrangement en son cœur, si mêlée encore à sa pacifique bonté qu'il n'en prit pas conscience sur-le-champ. « Il m'aurait bien descendu, une fois, murmura-t-il. Oui, voilà le mousquet qu'il a braqué sur moi, celui-là avec la crosse ferrée. Que je le touche, que je le soulève. C'est étrange que moi qui ai tenu en main tant de lances meurtrières, c'est étrange que je tremble ainsi. Chargé, il faut que je le sache. Oui, et la poudre dans le bassinet, ce n'est pas bien. Il vaudrait mieux la vider. Attendons, il faut que je me guérisse de cela. Je vais tenir l'arme fermement tout en réfléchissant. Je suis venu lui faire rapport d'un vent favorable. Mais favorable à quoi? À la mort et à la perte. Il n'est favorable que pour Moby Dick. C'est un vent favorable pour ce seul maudit poisson, le canon même qu'il a levé sur moi. Celui-là même, je le tiens en ce moment, il m'aurait tué avec l'arme même que je serre. Oui,
et il tuerait volontiers tout son équipage. N'a-t-il pas dit qu'aucune tempête ne lui ferait amener les voiles? N'a-t-il pas brisé son sextant céleste? Et dans ces mers périlleuses, ne cherche-t-il pas sa route à l'estime douteuse du loch? Et dans ce typhon même, n'a-t-il pas juré qu'il ne voulait point de paratonnerre? Doit-on souffrir docilement que ce vieil homme fou entraîne tout l'équipage d'un navire à sa perte avec lui? Oui, si ce navire va à la mort, il deviendra de propos délibéré le meurtrier de plus de 30 hommes, et sur mon âme je peux jurer que ce navire ira à la mort, si on laisse Achab faire ce qu'il veut. Ce crime lui serait épargné si, en cet instant, il disparaissait. Ah, il marmonne en dormant? Oui, il dort là, tout près. Il dort? Oui, mais il vit et se réveillera bientôt. Et alors je ne pourrai m'opposer à toi, vieil homme. Tu n'écoutes ni la voix de la raison, ni les arguments, tout cela tu le méprises. Tu n'aspires qu'à voir obéir catégoriquement tes ordres catégoriques. Oui, et tu dis que les hommes ont prêté ce serment qui est le tien. Tu dis que nous sommes tous des Achab. Dieu m'en préserve. Mais n'y a-t-il pas d'autre moyen? Un moyen légal? Le faire prisonnier pour le ramener de force? Comment espérer arracher aux mains vivantes de ce vieillard sa vivante puissance? Seul un sot le tenterait, en admettant qu'il soit garrotté, lié de cordes et de haussières de la tête aux pieds, enchaîné au bac d'amarrage sur le sol même de sa cabine. Il serait alors plus hideux qu'un tigre en cage. Je ne pourrais en supporter la vue, je ne pourrais fuir ses hurlements. Tout réconfort, et jusqu'au sommeil et la raison sans prix, me serait ôté pendant ce long, cet intolérable voyage. Que reste-t-il alors? La terre est à des centaines de lieues, le Japon interdit est la plus proche. Je suis seul, ici, en pleine mer, 2 océans et un continent tout entier se tiennent entre la loi et moi. Oui, oui, il en est bien ainsi. Le ciel est-il meurtrier lorsque sa foudre frappe dans son sommeil un meurtrier en puissance consumant ensemble ses draps et sa chair? Et serais-je alors un meurtrier-ci? Et lentement, furtivement, il appuya le canon du mousquet contre la porte. Au niveau de cette arme, le hamac d'Achab se balance dans la cabine, sa tête est de ce côté. Une simple pression et Starbuck vivrait pour étreindre sa femme et son enfant. Oh, Mary, Mary, mon garçon, mon garçon. Mais si je ne t'appelle pas à la mort, vieillard, qui peut dire jusqu'à quelle profondeur insondable sombrera le corps de Starbuck dans 1 semaine aujourd'hui et avec l'équipage tout entier? Dieu grand, où es-tu? Le ferai-je? Le ferai-je? Le vent affaibli est tourné. Sœur, la voile de misaine et celle de grand hunier sont établies et arisées. Le navire va sa route. À l'arrière tous, oh, Moby Dick, j'empoigne enfin ton cœur. Tel fut le cri qui retentit dans le sommeil tourmenté du vieil homme, comme si la voix de Starbuck avait donné la parole au long rêve muet. Le canon, toujours levé, de l'arme trembla comme le bras d'un homme ivre contre la porte. Starbuck semblait livrer combat avec l'ange, puis se détournant il remit le mousquet dans le râtelier et s'en fut. Il dort trop profondément, monsieur Stubb. Va, descends, réveille-le et préviens-le. J'ai affaire sur le pont. Tu sais ce qu'il y a à dire. Chapitre 124. L'aiguille. Le lendemain matin, la mer encore inapaisée roulait d'énormes lames, lentes et lourdes, qui, poursuivant le filage gargouillant du Péquode, le poussaient comme les mains grandes ouvertes d'un géant. La forte brise ne désarçonnait pas et transformait l'air et le ciel en voile immensément gonflée. Le monde entier bondissait devant le vent. Voilé dans la pleine lumière matinale, le soleil invisible révélait sa présence par sa seule intensité diffuse d'où rayonnaient les faisceaux de ses épées. Tout était couronné d'un faste babylonien. La mer était un creuset d'or fondu qui débordait, bouillonnant de lumière et de chaleur. Achab se tenait à l'écart, longuement enfermé dans un silence enchanté. Chaque fois que le navire enfonçait son beaupré dans les profondeurs, il se tournait pour regarder, à l'avant, flamboyer les rayons du soleil, et chaque fois que le vaisseau plongeait lourdement de l'arrière, il se retournait pour voir l'emplacement de l'astre dont les rayons jaunes se fondaient dans son sillage implacable. Ah, ah, mon bateau,
On te prendrait en cet instant pour le char marin du soleil. Oh, vous, toutes les nations vers lesquelles pointe ma proue, je vous apporte le soleil. Houle lointaine, attelez-vous en flèche à mon navire, car je suis le maître de la mer. Une pensée contraire arrêta soudain son monologue intérieur. Il se hâta vers le timonier et lui demanda d'une voix altérée quel était le cap du navire. « Est sud-est » répondit le timonier effrayé. « Tu mens. Il le frappa de son poing fermé. Le cap à l'est à 7 heures du matin et le soleil en poupe. » Tout un chacun se trouva confondu, car le phénomène que venait de constater Achab avait inexplicablement échappé à tous, peut-être parce qu'il était d'une évidence beuglante. Introduisant à demi sa tête dans l'habitacle, Achab jeta un coup d'œil au compas, son bras levé retomba lentement, il parut chanceler un instant. Debout derrière lui, Starbuck regardait aussi, et voici que les deux compas indiquaient l'est, tandis que le Pécode faisait incontestablement route vers l'ouest. Mais avant que la première alerte ait pu se répandre follement parmi l'équipage, le vieil homme s'écria avec un rire dur « Je comprends, c'est déjà arrivé. Monsieur Starbuck, la foudre de la nuit passée a faussé les compas. C'est tout. Je pense que tu as déjà entendu parler de ce genre de choses. » « Oui, mais cela ne m'était jamais encore arrivé à moi, » répondit le second, très pâle, d'un air lugubre. Des accidents de cette nature, il faut le dire, sont arrivés plus d'une fois à des navires pris dans de violents orages. La force magnétique d'une aiguille de compas est, comme chacun sait, de même nature que l'électricité de l'air, aussi n'y a-t-il rien de très étonnant à ce que de pareils phénomènes se produisent. En certains cas, lorsque la foudre a frappé les espars et le gréement même du navire, l'effet produit sur l'aiguille a été plus désastreux encore. Sa vertu magnétique étant détruite, son utilité n'était pas plus grande que celle de l'aiguille à tricoter d'une vieille femme. Mais dans tous les cas, un aimant ne retrouve jamais son pouvoir dévié ou perdu, et tous ceux qui se trouveraient ailleurs, à bord, subissent le même sort, même celui qui est inséré au plus profond de la contrequille. Campé avec intention devant l'habitacle, regardant les compas affolés, le vieil homme du tranchant de sa main tendue prit la position exacte du soleil, et satisfait de ce que les aiguilles fussent inversées précisément, il donna ses ordres en conséquence pour changer le cap du navire. Les vergues furent brassées sous le vent, et une fois de plus l'intrépide Pécaude fit front à la brise, puisque celle qu'il avait crue favorable l'avait seulement berné. Cependant, quelles que fussent ses pensées secrètes, Starbuck se tut, transmettant calmement les ordres voulus, tandis que Stubb et Flask, qui semblaient partager quelque peu ses sentiments, se soumettaient eux aussi sans murmurer. Quant aux hommes, bien que certains grommelassent à voix basse, la peur que leur inspirait Achab l'emportait sur celle qu'ils avaient du destin. Quant aux harponneurs païens, ils restèrent comme toujours inentamés. Si quelque chose se gravait en eux, ce n'était que l'effet d'un fluide issu du cœur inflexible d'Achab, pénétrant leur cœur aimable. Plongé dans une houleuse rêverie, le vieil homme arpenta un moment le pont. Mais son talon d'ivoire venant à glisser, il aperçut les tubes de cuivre écrasés du sextant qu'il avait brisé la veille. Pauvre badaud orgueilleux du ciel, pilote du soleil, hier je t'ai fait échouer, et aujourd'hui les compas auraient aimé me rendre l'appareil. Oui, oui, mais Achab est encore seigneur de l'aimant, Monsieur Starbuck, une lance sans hampe, à maillet et la plus petite aiguille à voile. Vite. Peut-être qu'indépendamment de l'impulsion qui lui dictait ce qu'il était sur le point de faire, il obéissait à certains mobiles de prudence dont l'objet était de rassurer les esprits des hommes par un tour d'adresse lors d'un événement aussi stupéfiant que l'affolement des aiguilles. Il savait d'autre part que si l'on pouvait tant bien que mal maintenir un cap avec des aiguilles inversées, ce n'était pas chose que les superstitieux matelots prendraient à la légère. Il tremblerait devant les mauvais présages qu'ils lui attribuaient. « Homme, dit-il, en se tournant fermement vers l'équipage, tandis que le second lui tendait les objets demandés. Mes hommes, la foudre a inversé les aiguilles du vieil Achab, mais de ce morceau d'acier, Achab fera un compas qui indiquera la direction aussi infailliblement que l'autre. » Des regards interloqués de servile étonnement furent échangés par les matelots.
fascinés. Ils attendaient l'opération magique qui allait suivre, mais Starbuck se détourna. D'un coup de maillet, Achab détacha la pointe de la lance et tendant au second la longue tige de fer, il le pria de la tenir droite en évitant qu'elle n'entre en contact avec le pont. Puis, après avoir assené des coups répétés sur cette tige, il y posa l'aiguille émoussée de champ et la martela, moins fort, à plusieurs reprises, le second tenant toujours la tige. Puis il lui imprima de légers et singuliers mouvements. Il eût été difficile de dire s'ils étaient indispensables pour magnétiser l'acier ou s'ils avaient simplement pour but d'accroître la crainte respectueuse de l'équipage, demanda du fil et alla ensuite vers l'habitacle. Il y prit les 2 aiguilles affolées et suspendit par son centre, à l'horizontale, l'aiguille à voile au-dessus de la rose des vents. Pour commencer, l'aiguille tourna en rond, vibrante et frémissante aux 2 extrémités, pour se stabiliser ensuite. Alors Achab, qui avait attendu avec anxiété, s'écarta franchement de l'habitacle, et tendant le bras vers l'aiguille, il dit « Voyez de vos propres yeux si Achab n'est pas seigneur de l'aimant. Le soleil est à l'est, ce compas vous le jure. » Ils regardèrent, l'un après l'autre, car seuls leurs propres yeux pouvaient avoir raison de leur ignorance, et l'un après l'autre, ils s'éloignèrent furtivement. Les yeux brûlants de mépris et de triomphe, Achab apparut alors dans tout son funeste orgueil.